Salut tout le monde et bienvenue à notre nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet fascinant. Fascinant, oui, mais parfois un peu déroutant, aussi le monde de la santé et du bien-être. On se demande si certaines choses qu'on considère comme saines pourraient en fait nous voler des années de vie. Ah oui, une question qui mérite qu'on s'y penche. Exactement. On va décortiquer les idées du professeur suédois Fredrik Nyström et son nouveau livre un peu provocateur, vous connaissez. Oui, le professeur Nystrom, il bouscule les idées reçues en affirmant que le bonheur est la clé d'une longue vie Oui, le bonheur. et que beaucoup de règles de santé moderne ne font que nous stresser inutilement. Exactement. Alors, on va plonger dans ces arguments et voir ce qu'on peut en retirer. Prêt. Absolument. Commençons par les régimes. Selon le professeur Nisrom, la plupart d'entre eux sont voués à l'échec parce qu'ils sont trop restrictifs. Oui. Ce qui crée un effet yo-yo, potentiellement plus nocif que de rester légèrement en surpoids. Qu'en pensez-vous? Il a raison de souligner l'aspect psychologique des régimes. Se priver constamment peut générer du stress et de la frustration, ce qui peut effectivement saboter nos efforts sur le long terme. Le professeur Nystrom met en avant le régime méditerranéen, et je pense qu'il a un bon point. Ah oui, le régime méditerranéen. On entend beaucoup parler de ses bienfaits. Qu'est-ce qui le rend si spécial selon lui? Ce n'est pas tant un régime qu'un mode de vie. Il met l'accent sur les aliments frais et non transformés comme les fruits, les légumes, les poissons gras, l'huile d'olive. Tous les bons trucs, quoi. Exactement. C'est délicieux, et ça correspond à un mode de vie plus équilibré sans restriction drastique. D'accord. Mais certains pourraient dire que la restriction est nécessaire pour gérer son poids efficacement. Oui, mais le problème des régimes restrictifs, c'est qu'ils sont difficiles à suivre sur le long terme. On se prive, on craque, on culpabilise et on reprend du poids. Le régime méditerranéen lui mise sur le plaisir et la variété, ce qui facilite son adoption à long terme. C'est vrai que ça semble plus durable. Mais est-ce que le simple fait de suivre le régime méditerranéen suffit à garantir une longue vie? Le professeur Istrom n'irait pas jusque-là. Il ne prétend pas avoir trouvé la formule magique. Il met simplement en avant une approche qui semble plus saine et plus durable que les régimes restrictifs. C'est intéressant car ça rejoint son idée que le bonheur est lié à la longévité. Si on se sent bien dans son corps et dans son assiette, c'est déjà un bon début, non? Absolument. Et c'est là que le professeur Nystrom nous surprend avec une affirmation qui pourrait faire grincer des dents certains sportifs. Il met en garde contre les excès d'exercice physique, notamment les marathons. Ah oui, ça c'est une déclaration qui ne passe pas inaperçue. Pourquoi pense-t-il que les marathons sont nocifs? Il cite des études qui montrent que les efforts intenses et prolongés comme les marathons peuvent causer des dommages au cœur, notamment des cicatrices cardiaques. Les cicatrices cardiaques. C'est inquiétant. De quoi s'agit-il exactement? Imaginez des micro-lésions sur le muscle cardiaque, qui apparaissent après un effort extrême. Elles peuvent affecter le bon fonctionnement du cœur à long terme et augmenter les risques de problèmes cardiovasculaires. Et à quel point ces cicatrices sont-elles fréquentes chez les marathoniens? Des études ont montré que 12% des marathoniens présentaient des cicatrices cardiaques après une course. De plus, le risque de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque, est 5 fois plus élevé chez les athlètes d'endurance. La fibrillation auriculaire, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est dangereux? C'est un trouble du rythme cardiaque qui peut entraîner des palpitations, de l'essoufflement, de la fatigue et surtout augmenter le risque de formation de caillots sanguins potentiellement responsables d'AVC. D'accord, c'est donc assez sérieux. Mais est-ce que ça veut dire que le marathon est à bannir absolument? Beaucoup de gens en retirent un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Le professeur Nystrom ne dit pas qu'il faut arrêter de courir. Son message, c'est plutôt qu'il faut trouver un équilibre. Il recommande des activités plus modérées comme la marche, qui a de nombreux bienfaits pour la santé, sans les risques liés à l'endurance extrême. La marche, c'est vrai que c'est accessible à tous et ça permet de se maintenir en forme sans se mettre en danger. Mais est-ce que c'est suffisant pour être en bonne santé? C'est un bon début, mais il faut aussi penser à la musculation, aux étirements, et surtout écouter son corps. Si on ressent de la douleur ou un malaise pendant l'effort, il faut s'arrêter et consulter un médecin. Donc si on comprend bien, le marathon n'est pas forcément l'ennemi, mais il faut le pratiquer avec prudence, en écoutant son corps et en s'entraînant progressivement. On peut se faire plaisir tout en restant raisonnable. Exactement. D'ailleurs, le professeur Nystrom ne nie pas les bienfaits psychologiques du sport. Il reconnaît que la course à pied peut apporter beaucoup de bonheur et de satisfaction. L'important, c'est de trouver un équilibre entre les risques et les bénéfices. Et cet équilibre, il faut le trouver aussi dans notre relation à l'alcool. On sait que l'abus d'alcool est nocif, mais quelle est la position du professeur Nystrom sur une consommation modérée? Là encore, il va à contre-courant des idées reçues. Selon lui, un verre de vin au dîner, par exemple,
ne représente pas un danger et peut même être bénéfique. Un verre de vin au dîner sans danger. C'est une affirmation qui va en surprendre plus d'un Nystrom. Sur quoi se base-t-il pour dire cela? Il s'appuie sur des études qui suggèrent que les buveurs modérés ont souvent des niveaux de stress plus bas et des liens sociaux plus forts, deux facteurs qui contribuent au bien-être général. Des liens sociaux plus forts, c'est intéressant. Est-ce que le simple fait de partager un verre entre amis pourrait avoir un impact positif sur notre santé? C'est ce que certaines études laissent penser. Le sentiment de convivialité et de partage que l'on ressent en consommant de l'alcool avec modération pourrait avoir un effet positif sur notre bien-être mental. C'est une perspective intéressante, mais n'oublions pas les dangers de l'alcool, même consommé avec modération. Il y a des risques d'accoutumance de maladies du foie de certains cancers. Bien sûr, il ne faut pas minimiser les risques. Le professeur Nystrom lui-même insiste sur la modération. Il ne s'agit pas de se saouler tous les soirs, mais plutôt de savourer un verre de temps en temps dans un contexte social agréable. Donc si on comprend bien, l'alcool n'est pas forcément un ennemi à condition de consommer avec modération et de ne pas en faire une béquille pour gérer son stress ou ses émotions. Exactement. Comme pour le sport, il faut trouver le juste milieu. En somme, le message du professeur Nystrom est clair. La clé d'une vie longue et heureuse réside dans l'équilibre. Il faut prendre soin de sa santé physique, sans oublier son bien-être mental et émotionnel. Tout à fait. Et c'est justement ce point sur le bonheur que nous allons aborder maintenant. Le professeur Nystrom affirme que le bonheur est un facteur déterminant pour la longévité, plus encore que le cholestérol ou l'IMC. Prêt à explorer cette idée? Absolument. On se retrouve tout de suite après une courte pause pour parler du bonheur et de son impact sur notre santé. Alors on reprend avec cette idée fascinante. Le bonheur, plus que le cholestérol ou l'IMC, serait un facteur déterminant pour vivre plus longtemps. Intriguant, non? Oui, c'est assez révolutionnaire comme concept. On entend souvent parler du lien entre le stress et la santé, mais là, on parle carrément du bonheur comme un atout pour la longévité. Comment le professeur Nystrom justifie-t-il cette affirmation? Il se base sur plusieurs études à grande échelle qui ont suivi des groupes de personnes pendant de nombreuses années. Ces études ont montré que ceux qui déclaraient un niveau de bonheur élevé vivaient en moyenne plus longtemps, même en prenant en compte d'autres facteurs comme l'âge, le sexe et les antécédents médicaux. C'est incroyable. Donc, même si on a des prédispositions génétiques à certaines maladies, le simple fait d'être heureux pourrait augmenter notre espérance de vie. Comment est-ce possible? Le bonheur n'est pas une baguette magique qui fait disparaître les maladies, bien sûr, mais il semble avoir un impact positif sur la façon dont notre corps gère le stress, l'inflammation et d'autres facteurs qui contribuent au vieillissement. C'est comme si le bonheur renforçait notre système immunitaire et notre capacité à nous défendre contre les agressions. D'accord, je comprends mieux. Donc en plus de manger sainement et de faire du sport, il faudrait aussi cultiver le bonheur pour vivre plus longtemps, facile à dire, mais pas toujours facile à faire dans la vie de tous les jours. Le professeur Nystrom ne dit pas qu'il faut se forcer à sourire en permanence. Il s'agit plutôt d'adopter un état d'esprit positif, de trouver du sens à sa vie, de s'entourer de personnes aimantes, de faire des choses qui nous passionnent. C'est une approche globale qui prend en compte tous les aspects de notre bien-être. Oui, ça semble logique, mais on ne peut pas nier l'impact de la santé physique sur le moral si on est malade. Il est difficile d'être heureux donnant. Tout à fait. Le professeur Nystrom ne dit pas qu'il faut négliger sa santé physique au profit du bonheur, son message, et qu'il faut aborder la santé de manière globale et harmonieuse. Prendre soin de son corps est important, mais il faut aussi nourrir son esprit et son cœur. C'est intéressant de voir comment il relie le physique et le mental. Et en parlant de lien, on pourrait dire qu'il y a une sorte de paradoxe dans son discours. Il met en garde contre les dangers du marathon, mais en même temps, il reconnaît que la course à pied peut apporter beaucoup de bonheur. Comment concilier ces deux points de vue? C'est vrai qu'il y a une tension dans son argumentation. D'un côté, il nous encourage à réduire le stress et à profiter de la vie. Et de l'autre, il nous met en garde contre les excès, même quand il s'agit d'activités qui nous passionnent. Alors comment interpréter cette contradiction? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut renoncer à nos passions pour vivre plus longtemps? Je ne pense pas. Je crois que le message du professeur Nystrom est plus subtil que ça. Il nous invite à réfléchir à nos motivations, à peser le pour et le contre, et à faire des choix éclairés si courir un marathon nous apporte plus de joie que de stress. Alors peut-être que les risques en valent la peine, c'est une question d'équilibre personnel. C'est une approche qui fait appel à notre responsabilité individuelle. On ne peut pas se contenter de suivre aveuglément les recommandations des experts. Il faut réfléchir par nous-mêmes en tenant compte de nos propres besoins et aspirations. Exactement. Il n'y a pas de formule magique pour vivre une vie longue et heureuse. Chaque individu est unique. Et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. C'est à chacun de trouver sa propre voie. En fin de compte,
quel est le message principal que l'on peut retenir de cette exploration des idées du professeur Nystrom? Je dirais qu'il nous invite à adopter une vision plus holistique de la santé en tenant compte de tous les aspects de notre être physique, mental, émotionnel et social. Il nous encourage à trouver un équilibre entre le plaisir et la prudence, entre la recherche du bonheur et le respect de notre corps. C'est un message qui résonne particulièrement fort à notre époque, où l'on est bombardé d'informations contradictoires sur la santé et le bien-être. Comment s'y retrouver dans cette jungle d'informations? Le professeur Nystrom nous rappelle que la réponse se trouve en nous-mêmes. Il faut apprendre à écouter notre corps, notre intuition, et notre cœur, c'est en se reconnectant à soi-même que l'on peut faire les choix les plus justes pour notre santé et notre bonheur. C'est une belle invitation à l'autonomie et à la responsabilité. Au lieu de déléguer notre santé aux experts ou aux gourous du bien-être, il s'agit de reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Absolument. Et c'est peut-être l'un le plus beau cadeau que le professeur Nystrom nous fait nous redonner confiance en notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. Alors, sur cette note inspirante, on arrive à la fin de notre exploration de l'univers du professeur Nystrom, mais avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question à méditer. Quelle est votre propre définition du bonheur et comment la mettez-vous en pratique au quotidien? Ah oui, c'est une question qui nous pousse à réfléchir à ce qui compte vraiment. Oui, hein? Après tout, c'est en comprenant ce qui nous rend heureux qu'on peut commencer à construire une vie plus épanouissante et qui c'est peut-être plus longue aussi. Tout à fait. Le professeur Nystrom nous a donné matière à réflexion, on c'est certain. On a vu que la santé n'est pas qu'une question de chiffres sur la balance ou des kilomètres parcourus. Non, pas seulement. C'est un équilibre subtil entre le corps et l'esprit, entre le plaisir et la discipline, entre les recommandations des experts et notre propre intuition. Et c'est peut-être ça le message le plus important à retenir. Il n'y a pas de recette miracle pour vivre une vie longue et heureuse. Chacun doit trouver sa propre voie en écoutant son corps et son cœur. Exactement. Un grand merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante. On espère que cette plongée dans les idées du professeur Nystrom vous aura donné envie de réfléchir à votre propre définition du bonheur et de la santé et surtout n'oubliez pas, vivez pleinement en trouvant votre propre équilibre.